Laurie Servière, bonjour. Nous allons parler avec vous de Colombie. En fait, pourquoi va-t-on parler de Colombie avec vous? Expliquez-nous quelle est la raison pour laquelle vous avez écrit un livre sur la Colombie. Écoutez, je pense que c'est important déjà de parler de la Colombie, qu'on n'en parle pas assez. Moi, j'ai travaillé dans le cadre de mon mémoire de master sur le processus de paix. Et le livre, donc ce livre, La Colombie, la paix comme levier de politique internationale, est tiré de, c'est un peu le... Voilà, c'est un peu... Votre thèse? C'est mon mémoire de recherche de master qui est... Ah d'accord, oui. Donc là, actuellement, je prépare une thèse qui porte aussi sur la Colombie ainsi que le Brésil. Mais voilà, donc ce mémoire, il est né au moment où les accords de paix étaient déjà en train d'être négociés. Du coup, mon travail de recherche, il n'a pas porté sur la négociation en elle-même, puisqu'au moment où je travaillais, elle était privée, en fait, elle était secrète à La Havane. Donc je me suis concentrée sur ce qu'on appelle le post-conflit. Donc c'est la préparation de la construction de paix. Oui, alors, est-ce que vous pourriez nous donner un petit peu l'axe de votre travail? Qu'est-ce qui a fait l'originalité de votre travail si vous n'avez pas écrit un livre sur le processus en lui-même? Quel est le sujet de votre thèse et qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce processus de paix? Alors c'est quand même un livre sur le processus de paix, mais que j'ai abordé en fait via l'angle de l'internationalisation. C'est-à-dire que moi je fais des relations internationales, donc je suis partie de la question de quel est le rôle des acteurs internationaux dans ce processus de paix. Parce en général, quand il y a une résolution de conflit dans un pays, et à plus forte raison un pays qui a été fragilisé pendant longtemps par une guerre intestine, on a une intervention internationale très forte. Oui. Souvent les processus de paix sont même plus ou moins imposés de l'extérieur. C'est-à-dire qu'on a soit des États, soit une organisation telle que l'ONU qui arrive et qui dit bon voilà, il est temps quand même de faire la paix. En Colombie, c'est pas le cas. En Colombie, on a un processus qui naît d'initiative interne. C'est le président Santos qui en fait d'ailleurs une proposition de campagne en 2010 et qui est élu sur cette proposition. Donc déjà, on se retrouve face à une initiative qui est assez peu commune, qui est assez hors norme, et qui va l'être d'autant plus que le processus va être totalement orchestré par les autorités colombiennes. Donc ça, c'est ce dont je me suis aperçue. Ça, c'est l'originalité du processus de paix colombien. Voilà. Quel a été l'apport particulier de ces acteurs internationaux dans ce processus de paix, puisque l'originalité vient de ce que c'est un processus colombien, donc local, national, mais il y a quand même une participation internationale. Et donc la question était de savoir comment l'international s'est greffé sur ce processus dont la dynamique était locale et colombienne. Déjà, il y a eu une participation à La Havane, il y a eu des médiateurs, des États accompagnants, etc. Vraiment sur la partie post-conflit, on est plutôt sur un appui politique ou économique, donc un appui diplomatique, dire qu'on est en faveur du processus de paix. Par exemple, en Allemagne, il y a une motion qui a été votée au Parlement à l'unanimité pour appuyer cette initiative d'un accord de paix en Colombie. Donc c'est un geste politique fort qui encourage les autorités colombiennes. Et quelle est la raison pour laquelle un certain nombre de pays ont décidé d'accompagner un processus de paix dans l'Allemagne, la Colombie, c'est assez loin quand même géographiquement. Qu'est-ce qui peut permettre de comprendre que des pays comme l'Allemagne ont accompagné le processus de paix, ou la Norvège? Ça, c'est quelque chose qui se fait traditionnellement. Il y a par exemple, pour la Norvège, dans ce livre, en fait, je prends les coopérants un par un et j'essaie de montrer pourquoi ils ont aidé, comment ils ont aidé. Dans le cas de la Norvège, c'est une niche en fait, c'est une diplomatie niche, c'est-à-dire que la Norvège s'est spécialisée dans l'accompagnement des processus. Ça fait partie de leur diplomatie d'influence. C'est ça, exactement. Après, dans le cas de l'Allemagne, c'est parce qu'il y a une relation très forte avec la Colombie depuis des années. C'est le cas aussi pour la France, pour les États-Unis. Voilà. Et dans ce qu'on appelle les peace studies, les études sur la paix, on voit qu'effectivement, il y a des États qui sont habitués à collaborer dans ce genre de situation, comme la France, les États-Unis, le Royaume-Uni. Et là, l'originalité de ce processus, c'est aussi que la Colombie, en plus donc, de recueillir l'appui de tous ces pays qui sont des accompagnants traditionnels, la Colombie a su susciter l'attention aussi des États du Sud, notamment des États africains, des États centra-américains ou asiatiques.
et les impliquer dans, je dirais, le design et l'architecture du processus. C'est-à-dire qu'on allait piocher... Comment les pays africains ou asiatiques, quel a été leur rôle? Comment est-ce qu'ils ont participé à ce processus? En fait, la Colombie est allée piocher dans des exemples, par exemple au Rwanda ou encore aux Philippines, de processus de paix qui se sont faits dans le passé, qui ont été plus ou moins d'ailleurs réussis, qui ont plus ou moins abouti, et ont pioché ces petits exemples, ces leçons apprises, etc., pour s'en inspirer pour leur propre initiative. Et ce faisant, ils ont organisé des conférences internationales. Alors, les premières conférences, effectivement, les délégués colombiens arrivaient et prenaient beaucoup les leçons des autres. Et petit à petit, au fil des années, en fait, donc de 2011 à 2016-17, on a vu que la Colombie, dans ces conférences qu'elle organisait elle-même, prenait un rôle de plus en plus de leadership et allait finalement elle-même présenter son exemple, donc le fameux exemple colombien qui était aussi appuyé par les lobbies américains, présenter cet exemple à tous ces États qui avaient parfois échoué dans leur processus de paix. Et en fait, ce que je montre aussi dans ce livre, c'est que certaines institutions qui ont été recyclées pour le processus de paix et qui recevaient des fonds de coopération internationale, des fonds du processus de paix en fait, ont profité aussi pour exporter leurs connaissances à l'étranger. Donc c'est le cas par exemple... Il y a malgré tout 4 pays qui ont joué un rôle plus important que les autres sur décision colombienne, j'imagine. Cuba, la Norvège, le Chili, le Venezuela. Oui, alors c'est là que justement moi je n'ai pas travaillé sur ça. D'accord. Ça c'était la partie des négociations politiques à La Havane. Moi j'ai travaillé sur la partie du post-conflit, donc la construction de paix. Et je me suis plutôt concentrée sur les acteurs qui avaient promis des dons ou une aide technique pour la construction de la paix. Donc la Norvège, par exemple, a beaucoup investi dans les différents fonds qui ont été proposés, le fonds de la Banque interaméricaine, le fonds des Nations Unies, etc. Donc il peut y avoir une participation un petit peu dans les deux arènes, l'arène de la Havane et celle de Colombie, vraiment du processus. Et comment, enfin je vous pose la question, je ne sais pas si vous avez une réponse, il y a quand même un paradoxe dans ce processus de paix. Au moment où on est rentré dans le post-conflit, c'est la photo de votre livre, la signature des accords avec une représentation internationale maximale qui répond aux objectifs que vous avez décrits. Quelques jours plus tard, les Colombiens qui ont été à l'origine de ce processus, consultés par référendum, ont très peu participé et ceux qui ont participé ont plutôt voté contre. Comment est-ce qu'on peut comprendre ce paradoxe? Bon, je pense que déjà il y a plusieurs facteurs. En tout cas, il est clair que la participation internationale et le fait d'avoir accordé une telle importance à la coopération internationale, c'est un choix stratégique de la Colombie, mais qui n'a pas été fait réellement pour le bien de la paix. C'est un choix qui a été fait et c'est ce que je montre ici, que la Colombie a voulu finalement un petit peu se vanter de ses réussites et construire une position, une posture de politique internationale en fait, à partir de cette réussite de la paix, avant d'ailleurs de l'avoir vraiment achevée. Quant au non au référendum, ça a été un gros choc pour beaucoup. Maintenant, moi j'avais pu m'entretenir juste avant avec pas mal de diplomates ou de responsables onusiens, etc. en Colombie, et beaucoup d'entre eux ne comprenaient pas en fait le geste de Santos, parce que c'était absolument pas nécessaire de soumettre ces accords à un référendum. C'était un geste politique qu'il a fait pour se rassurer dans sa position et peut-être sceller un petit peu sa victoire personnelle. Vous voulez dire qu'il n'était pas obligé par la loi, par la Constitution, de soumettre les accords au vote des Colombiens? Non, pas du tout. Parce c'est que une décision qu'il a prise lui-même, politique, dans l'espoir peut-être d'avoir une aura. C'est pas... qu'il a eu d'ailleurs, puisqu'il a eu le prix Nobel de la paix, mais il a eu une récompense mais internationale. Oui, qui n'a pas été vraiment reconnue, qui a plutôt fait l'objet de critiques à l'intérieur du pays. Et effectivement, ce n'était pas une obligation, puisque la paix en Colombie est un droit constitutionnel. Donc il n'y avait pas besoin de référendation. Le Congrès seul aurait pu valider ces accords. Et c'est d'ailleurs ce qui a fini par être fait
ensuite pour finalement les faire, leur permettre d'entrer en vigueur. Pour rester dans le contexte de votre travail, celui du post-conflit, comment voyez-vous le post-conflit après la victoire d'un candidat qui est dans la famille la plus réticente à l'application des accords de paix aux dernières élections présidentielles en Colombie, donc dimanche 17 juin, et je veux parler d'Ivan Duque. C'est assez inquiétant puisque Duque avait clairement laissé clair sa volonté de détricoter les accords, de les modifier, sachant que le Congrès était déjà très à droite en Colombie, assez défavorable aux accords. D'ailleurs, même le vice-président de Santos n'était pas très favorable. Certains ambassadeurs, notamment l'ambassadeur en poste aux États-Unis, Pinson, qui ensuite était vice-président qui accompagnait le candidat Vargas Lleras. Voilà, tous ces gens étaient contre Santos, tout en étant finalement dans son gouvernement ou dans son parti. Donc voilà, il y a eu pas mal de complications déjà face à ça, et aujourd'hui on se retrouve avec un nouveau président du Centre démocratique, presque le neveu de Uribe, qui est accusé de crimes contre l'humanité, de beaucoup de choses, et qui a annoncé que ces accords n'allaient pas, qu'il fallait les modifier. Donc aujourd'hui il y a un vrai doute. Déjà, le bilan 2017-2018 est assez mauvais pour les accords. On a une faible partie des engagements qui sont tenus. Le Congrès bloque la mise en place de lois qui devraient favoriser vraiment l'entrée en vigueur de certains points. La substitution de culture, par exemple, la réforme agraire. Enfin, c'est vraiment des grosses questions en Colombie aujourd'hui, on ne sait pas trop où ça en est, et là, avec l'élection de Duque, ça pose vraiment question. Et est-ce que l'élection en 2016 d'un président républicain très particulier aux États-Unis, Donald Trump, qui manifestement a une autre approche de sa relation avec l'Amérique latine, avec la Colombie en particulier, qui est celle qu'avait son prédécesseur Obama, n'est pas un élément de déstabilisation également de l'application des accords? Si, absolument. Et d'ailleurs, Trump a eu un comportement assez ambigu vis-à-vis de Santos au moment des accords de paix. Il avait annoncé qu'il voulait supprimer, ou du moins couper une partie des aides promises par les États-Unis. Bon, finalement, c'était pas possible. Mais il a essayé vraiment de déstabiliser Santos. Il aurait reçu apparemment l'ex-président Pastrana et l'ex-président Uribe au lieu de recevoir, avant même de recevoir le président actuel de l'époque, Santos. Donc c'était un petit peu des gestes provocateurs, et aussi le durcissement du ton vis-à-vis du Venezuela a beaucoup joué, puisque finalement un des gros enjeux de cette campagne en Colombie, c'était le Venezuela, puisque le centre démocratique, donc la droite, Uribe et Duque, ont propagé cette idée, cette menace un petit peu que la Colombie allait ressembler au Venezuela si jamais on votait pour le candidat de gauche. C'est d'ailleurs un autre paradoxe qui prouve quelque part le succès posthume finalement de Santos. À l'extérieur de la Colombie, les observateurs ont considéré que ce qui était au cœur de l'élection en Colombie, c'était les accords de paix. Alors qu'effectivement, les enjeux portaient plutôt sur est-ce que Gustavo Petro sera le futur Chavez de la Colombie s'il est élu. Il y avait deux visions différentes. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez de l'enjeu des élections en Colombie. Et on voyait davantage les accords de paix à l'extérieur, dans les médias étrangers, plus qu'en Colombie. Enfin, ça, je ne saurais pas dire, et c'est difficile aussi d'avoir une idée précise de ce que les électeurs avaient en tête. Oui. Mais je pense quand même que les accords étaient présents dans l'esprit de beaucoup, mais c'est vrai que la propagande de droite et la désinformation ont été très très présentes tout au long de la campagne, et
détourner l'attention des thèmes fondamentaux. Et alors une dernière question, si vous aviez un pronostic, je sais les chercheurs n'aiment pas trop se projeter dans l'avenir, mais je vous pose quand même la question, comment voyez-vous le futur des accords de paix? Ben là, moi, je le vois assez menacé. Celui des accords tels qu'ils ont été accordés à La Havane. Par contre, quelque chose que je trouve assez encourageant, c'est qu'en Colombie, on a quand même jamais eu de président de gauche. Et là, on y a presque cru. Du coup, je pense que la Colombie a quand même changé et qu'une partie de la population a vraiment pris conscience de la situation et de la nécessité aussi de se mobiliser au niveau de la société civile. Et donc j'espère que ce mouvement qu'a créé la campagne autour du candidat Fajardo, du candidat Petro, du candidat Humberto de la Calle, j'espère que ces mouvements vont continuer à militer et à essayer de lutter pour exercer un pouvoir de surveillance face au centre démocratique qui est en position littéralement de tous les pouvoirs en ce moment en Colombie. Merci. Avec plaisir. Merci beaucoup.